Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 33 de Tsunami IA, et pour cet épisode, j'enregistre un petit peu tard, donc je vais essayer de faire un épisode condensé, compact, mais avec un maximum d'informations pour vous, et comme d'habitude, avant de commencer, je vous fais un petit laïus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des questions, des idées aussi potentiellement de personnes que je pourrais interviewer. Là j'ai plusieurs personnes qui vont venir dans les prochains épisodes, mais s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite en particulier, n'hésitez pas à me faire vos retours pour que je puisse aller chercher des invités qui sont un petit peu spécialistes dans ces domaines. Et aussi petite différence, aujourd'hui j'ai mis Josh en vacances, on va dire qu'il est parti faire le tour du monde des data centers, puisqu'il va être remplacé par Juniper, une autre intelligence artificielle, mais je vous en dirai un petit peu plus quand on abordera mon utilisation de l'IA de la semaine, et puis quand on ira sur le sujet de la semaine. Donc sans plus tarder, passons à la partie actualité, avec une première actualité qui concerne Facebook et Instagram, qui modifient leur politique de confidentialité pour utiliser les données des utilisateurs afin d'entraîner leur IA générative. Cette modification prend effet le 26 juin, et les données concernées incluent les publications, commentaires, fichiers audio et messages envoyés aux entreprises ou comptes professionnels. Les messages privés entre amis et famille ne sont pas utilisés. Les utilisateurs peuvent refuser ce traitement en remplissant un formulaire disponible sur Instagram et bientôt sur Facebook. Cependant, même en cas de refus, Facebook et Instagram peuvent utiliser vos données si vous apparaissez dans des images ou êtes mentionné dans les publications sur leur plateforme. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour justement sur ce petit formulaire si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées pour entraîner les futurs modèles de Meta. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le côté dark qu'il y a avec aujourd'hui Meta. D'un côté, il régale la communauté open source en mettant en disposition son modèle Llama 3, mais d'un autre côté, forcément, ils utilisent les données auxquelles ils ont accès. Et comme on dit à chaque fois, on avait vu ça aussi avec l'épisode qu'on a fait avec Thomas, les données c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment de là que tout part, et c'est ce qui permet d'avoir derrière des entraînements qui sont pertinents, d'avoir des modèles qui sont pertinents. Donc je suis pas vraiment étonné que Meta cherche à utiliser un petit peu les données de tous ces centaines de millions d'utilisateurs, même milliards d'utilisateurs pour Meta, pour entraîner son modèle. Et forcément, même si on peut désactiver cette option, vu que ça demande une certaine action de votre part, remplir un formulaire, etc., la majorité des utilisateurs ne vont pas le faire, et donc auront toutes leurs données qui pourront être utilisées pour améliorer ce modèle, même si, encore une fois, on ne parle pas des données privées, on parle uniquement des échanges qui peuvent se faire avec des comptes professionnels ou autres. Mais voilà, on ne sait jamais si tout ça est bien compartimenté, si c'est bien fait de façon correcte, on ne sait jamais, peut-être que certaines données pourraient être considérées comme étant des communications avec un compte pro, si vous avez discuté avec une page ou autre, et pourtant il pourrait quand même y avoir des données assez personnelles là-dedans. Donc comme d'habitude, faites attention quand même à vos données, et si vous avez l'occasion, je pense, n'hésitez pas à désactiver cette option. Ensuite, on a une news qui concerne Emmanuel Macron qui a dévoilé un nouveau plan d'action pour renforcer la position de la France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il appelle à un réveil du financement européen et annonce un sommet mondial sur l'IA les 10 et 11 février 2025. La France investira 400 millions d'euros dans 9 centres d'excellence pour former 100 000 experts en IA chaque année. Elle félicitera... je vais pas y arriver. C'est la fin de journée, mais c'est pas grave, on va garder un podcast avec le moins de cuts possible et le plus naturel possible. Donc, je disais, elle facilitera également l'implantation de centres de données pour renforcer ses capacités de calcul. Un nouveau fonds d'investissement soutenu à un quart par l'État français sera lancé pour financer les secteurs technologiques via l'IA. Macron vise à européaniser ce fonds en commençant par une initiative franco-allemande. L'État français s'engage aussi à doubler les commandes publiques aux startups françaises, atteignant 1 milliard d'euros d'ici 2027. Enfin, la France organisera un sommet mondial de l'IA en février, donc comme on l'a dit le 10 et 11, abordant des thèmes tels que l'impact sur le travail et la gouvernance mondiale pour établir des standards internationaux. Donc voilà, toujours intéressant de voir que le gouvernement français essaye quand même de garder un œil sur tout ce qui est lié aux IA. On verra si ces centres d'experts seront des choses qui seront un petit peu pertinentes quand on saura un petit peu plus sur comment tout ce plan sera implémenté. Mais voilà, je suis assez content de voir que le gouvernement prend l'intelligence artificielle assez au sérieux. On avait parlé par exemple de l'intelligence artificielle Albert qui est censée améliorer un petit peu tout ce qui est service administratif. Voilà, reste à voir comment tout ça va être un petit peu mis en pratique
et si ça va être quelque chose sur lequel voilà, les citoyens français vont bénéficier un petit peu de tout ça ou pas. On a une news ensuite qui concerne une start-up française qui s'appelle H, qui a levé 200 millions d'euros pour ses débuts, soutenus par des investisseurs comme Xavier Niel, Bernard Arnault et Amazon. Dirigée par Charles Cantor, l'entreprise vise à améliorer la productivité de milliards de personnes grâce à l'intelligence artificielle générative. Avec une équipe de 25 ingénieurs et chercheurs, H développe des modèles multimodaux spécialisés capables de raisonner, planifier et collaborer. Ces avancées pourraient révolutionner de nombreux secteurs et rapprocher l'IA générale de la réalité. Emmanuel Macron a félicité l'initiative, soulignant l'importance d'investissement dans l'IA pour maintenir la compétitivité de la France face à des géants comme la Chine et les États-Unis. Donc bon, voilà, je pense que c'est très bien qu'on ait ce genre de start-up et de projets qui avancent en France. On a aussi Mistral qui fonctionne très bien, qui a d'ailleurs participé à Vivatech. On avait cette semaine Vivatech qui est un petit peu l'un des plus gros rassemblements, je crois, probablement le plus gros rassemblement qui parle de technologie pour l'Europe. Et donc c'est bien de voir qu'on continue d'avoir des projets comme ça, même si je pense que pour vraiment concurrencer les géants qu'il y a aux États-Unis et en Chine, il va vraiment falloir avoir des initiatives qui vont devoir se faire à l'échelle de l'Europe. Et c'est vrai que 200 millions, c'est très bien pour une première levée de fonds, mais si on compare cette levée à ce qu'a pu lever par exemple OpenAI, on est encore très très loin des montants qui peuvent se faire aux États-Unis, mais voilà, ça reste quand même une très bonne chose qu'on ait ces compétences qui soient en train un petit peu d'évoluer et qu'on ait aussi cet aspect information qui soit en train de progresser. Et d'ailleurs, voilà, je pense que dans les prochaines personnes que j'interviewais, j'aime bien aussi leur poser un petit peu la question de quelle formation ils ont fait, pour tous ceux que ça intéresse éventuellement ce domaine-là, si jamais vous vous êtes posé la question de peut-être vous reconvertir dans l'intelligence artificielle, j'aime bien un petit peu poser ces questions-là pour voir quelles sont un petit peu les portes d'entrée, puisque ça reste un domaine assez nouveau, donc des fois on a pas mal de personnes qui se retrouvent à travailler dans l'intelligence artificielle mais qui à la base n'ont pas du tout étudié ce domaine. Ensuite on a une news qui concerne Google qui fait face à des critiques pour les réponses erronées et bizarres de sa nouvelle fonctionnalité de recherche basée sur l'IA qui s'appelle AI Overview. Donc on en avait rapidement parlé avec les annonces de la Google I.O. La semaine dernière. C'est une des nouvelles fonctionnalités que Google est en train de mettre en place. C'est un système de large language model qui vous permet d'avoir des questions plus naturelles et des réponses plus naturelles sous forme un petit peu de moteur de recherche. Et en fait, il y a eu des erreurs assez importantes. Parmi les erreurs, notamment, l'outil a suggéré d'utiliser de la colle non toxique pour faire adhérer le fromage à la pizza et a affirmé que les géologues recommandent de manger une pierre par jour. Ces erreurs ont été largement moquées sur les réseaux sociaux. Google a déclaré que ces incidents étaient isolés et non représentatifs de l'expérience générale des utilisateurs, soulignant que la majorité des résumés générés par l'IA fournissent des informations de haute qualité. La société a pris des mesures pour corriger ces erreurs et améliorer ces systèmes. Malgré ces problèmes, les outils de recherche basés sur l'IA sont considérés comme l'avenir des moteurs de recherche. Le moteur de recherche de Google reste dominant avec plus de 90% de part de marché mondial. Cependant, la confiance dans les réponses générées par l'IA est essentielle pour leur succès. Et effectivement, je pense que c'est intéressant que Google intègre de plus en plus l'IA à son moteur de recherche. Ça va dans le sens de l'avenir. Et s'ils ne le font pas, je pense que c'est des concurrents comme OpenAI qui vont se mettre à le faire. Mais maintenant, il faut qu'ils réussissent à avoir des résultats qui soient corrects et qui évitent de nous sortir des idioties, un petit peu comme les exemples qui ont été donnés. Et cette partie-là, c'est une partie qui est assez difficile. Et voilà, c'est pas la première fois que Google se retrouve à sortir un modèle un peu trop rapide qui se retrouve à être un petit peu à côté de la plaque. C'est ce qui s'était passé avec leur modèle de génération d'images, où il y avait vraiment une incapacité de modèle à reproduire des images historiques qui étaient véridiques. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui a été abordé à Vivatech lors de la conférence de Elon Musk, qui était un petit peu la conférence attendue lors de l'événement de Vivatech. Et lors de son intervention, Elon Musk, il a vivement critiqué l'intelligence artificielle, en particulier les IA génératives de Google et d'OpenAI. Il a accusé ces entreprises de mentir et d'entraîner leur algorithme pour ne pas rechercher la vérité. Musk a souligné l'importance d'une IA honnête, non politiquement correcte, arguant que cette dernière programme l'IA pour mentir. Donc, il a également admis que sa propre IA Grok développée par sa startup xAI est en retard par rapport à Google DeepMind et OpenAI de Microsoft, OpenAI/Microsoft plutôt, mais prévoit qu'elle sera compétitive d'ici la fin de l'année. Musk a exprimé des préoccupations sur le long terme, prédisant que l'IA et les robots remplaceront tous les métiers, sauf ceux exercés par passion. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de Musk, qui reste quand même un entrepreneur qui a su, je pense, montrer ses capacités dans pas mal de domaines, même si il reste aussi entièrement critiquable de par plusieurs choses qu'il a pu faire dans son histoire.
Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu son opinion là-dessus. C'est vrai que là-dessus, il a pas tort. Aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles qui ont cette partie où ils peuvent vraiment avoir des hallucinations qui nous posent un vrai problème hein, sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance à tous ces modèles de large language, modèles qui ont tendance voilà, à très rapidement dériver et qui peuvent nous sortir des choses complètement fausses. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il a raison, il faut qu'on arrive à avoir des modèles qui soient plus justes et qui évitent de nous sortir des erreurs telles que celles qu'on a pu citer avec Google, mais c'est quelque chose qui reste assez difficile à faire, puisque voilà, avoir le contrôle de cette boîte noire parfois que peut être le machine learning, bah c'est pas si simple que ça, et ça va demander, je pense, pas mal d'expertise d'entreprise, et en attendant, il faut utiliser ces modèles avec parcimonie en gardant en tête que ces modèles peuvent vraiment se tromper et halluciner. Et donc, autre point aussi intéressant, hein, c'est que voilà, Elon Musk hein, nous disait durant ses conférences que pour lui, l'IA prendrait en charge l'ensemble des métiers actuellement occupés par les humains. Donc je pense que là-dessus, il voit peut-être un avenir assez lointain, ou pas, hein, on verra, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et c'est intéressant de voir que voilà, y a vraiment des personnes qui ont quand même une bonne, je pense, vision du domaine de l'intelligence artificielle, hein, qui pensent vraiment que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ensuite, on a une news qui concerne Scarlett Johansson qui a été choquée par l'imitation de sa voix par le chatbot de OpenAI. Donc Scarlett Johansson s'est dite choquée et en colère après qu'OpenAI ait lancé donc, son nouveau modèle ChatGPT-O, utilisant une voix étrangement similaire à la sienne. L'actrice avait refusé une proposition de la société pour prêter sa voix à ce nouveau chatbot. Le modèle baptisé Sky a rapidement été comparé à la voix de Johansson dans le film Her de 2013, hein, donc célèbre film où Scarlett Johansson représente une intelligence artificielle. Et OpenAI a annoncé qu'il retirait la voix, affirmant qu'elle n'était pas censée imiter l'actrice. Johansson a accusé OpenAI et son fondateur Sam Altman de copier internationalement sa voix. Elle a expliqué avoir été approchée par Altman en septembre, mais avait refusé pour des raisons personnelles. Johansson a engagé des avocats et envoyé 2 lettres juridiques à OpenAI pour clarifier la création de la voix. OpenAI a nié toute intention d'imiter Johansson et a arrêté l'utilisation de la voix Sky par respect pour l'actrice. Cette affaire soulève des préoccupations sur les droits d'auteur et le consentement dans l'utilisation des voix par l'IA, particulièrement à une époque de méfiance croissante envers les technologies de deepfake. Donc oui, un petit peu compliqué, hein, donc je pense qu'effectivement Sam Altman aurait beaucoup aimé avoir la véritable voix de Scarlett Johansson, et probablement que vu qu'il n'a pas pu l'avoir, il a très probablement cherché une actrice qui avait une voix similaire, et on s'est retrouvé avec un modèle Sky hein, qui, dans les démonstrations en anglais hein, qui ont pu sortir avec GPT-O, qui est étrangement similaire avec la voix de Scarlett Johansson, ce qui a créé un petit peu ce bad buzz, et voilà, ce petit débat. Donc forcément, je pense que pour ne pas faire de mou, hein, OpenAI a préféré retirer tout de suite la voix. On verra si derrière il y a des conséquences juridiques un peu plus importantes, mais je pense que maintenant que la voix a été retirée, il ne devrait pas y avoir trop de sujets ou de débats là-dessus. Ensuite, on a une news qui concerne la conférence Build de Microsoft, qui a présenté une nouvelle vague de PC fonctionnant sur processeur ARM, marquée par une adhésion sans précédent des principaux fabricants de PC. Contrairement aux tentatives précédentes avec Windows RT en 2012 et Windows 10 en 2017, cette fois, presque toutes les grandes marques de fabricants sont à bord. Les nouveaux appareils incluent le Surface Pro et le Surface Laptop de Microsoft, les Yoga Slim 7X de ThinkPad, le Lenovo Gen 6, les XPS 13 de Dell, ainsi que des modèles d'HP, Acer, Asus et Samsung. Cette vague de nouveaux PC marque un intérêt accru pour les puces Snapdragon X de Qualcomm qui permettent d'obtenir le label Copilot+. Ce label Copilot+ indique des ordinateurs équipés d'une unité de traitement neuronal, NPU, suffisamment puissante pour des fonctionnalités avancées comme Recall, qui enregistre et analyse les activités des utilisateurs sur leur PC. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Microsoft, ils ont annoncé Copilot+, qui du coup va être un Copilot qui va permettre de faire pas mal de choses sur son PC, sauf que Copilot+, il va avoir besoin d'une certaine puissance de calcul en local pour faire tout un tas de choses, et pour ça il va avoir besoin du coup d'un NPU, donc d'un processeur dédié au calcul de l'intelligence artificielle. Et donc tous ces fabricants, ils se sont mis d'accord pour adhérer à ce nouveau standard de Microsoft et à sortir des PC du coup qui auront ce label. Donc voilà, on va avoir plein de nouveaux PC portables sortir avec ce label. Et donc la particularité, c'est que tous ces PC, ils vont avoir l'architecture de processeur qui s'appelle ARM. Donc c'est la même architecture que celle qui est utilisée actuellement sur les Mac. Et quelle est la particularité de cette architecture? C'est qu'elle est beaucoup moins consommatrice en énergie.
et qui donc, elle permet une très très bonne autonomie des batteries. C'est ce qui fait que les Mac sont très en avance aujourd'hui sur les PC en termes d'autonomie de batterie. Par contre, la contrainte, c'est que tout ce qui a été programmé avec l'ancienne architecture, donc l'architecture x86, doit être recodé ou émulé pour fonctionner sur ces processeurs ARM, et ça c'est pas une moindre affaire, hein, ça demande quand même beaucoup de travail. Apple ont réussi à très bien faire une transition puisqu'ils ont réussi à prévenir les développeurs suffisamment en avance pour qu'ils puissent faire cette transition, et en plus de ça ils ont développé un modèle qui s'appelle Rosetta qui permet d'émuler tout ce qui est codé avec les anciennes les anciennes architectures qui étaient utilisées par Apple donc en x86, de pouvoir les transposer sur ces nouvelles architectures Apple Silicon qui utilisent l'architecture ARM. Et donc voilà, ils ont vraiment réussi à amener ça proprement. Là Microsoft ils arrivent en disant tout de suite on va changer tout ça dès la prochaine génération, donc je suis pas sûr que ça fonctionne super bien et qu'il y ait des applications qui fonctionnent très bien. Par contre voilà, les nouvelles fonctionnalités apportées par Windows 11 et cet outil Copilot Plus vont peut-être être suffisamment intéressantes pour que les personnes soient intéressées pour faire cette transition. Mais voilà, faudra bien garder en tête que en utilisant un PC avec cette mention Copilot Plus, vous aurez un processeur ARM qui du coup n'aura pas la même architecture qu'un processeur classique x86, ce qui pourra peut-être proposer problème avec les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, pensez-y quand vous allez commander votre prochain PC. Ensuite, lors de cette conférence, ils ont aussi annoncé une fonction qui s'appelle Recall, qui est une nouvelle fonctionnalité pour les PC avec donc ce label Copilot+. Et en fait, Recall, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet aux utilisateurs de rechercher et de récupérer leur activité passée sur leur PC. Et qu'est-ce que ça fait concrètement ? Ça va prendre des screenshots régulièrement à intervalles réguliers sur votre PC pour ensuite vous rappeler, si vous dites, hier j'ai trouvé une paire de chaussures sur un site internet, j'arrive pas à me souvenir où est-ce que c'était, cette fonctionnalité Recall va vous permettre de retrouver le site en question et de vous rappeler les activités que vous avez pu avoir sur votre PC, sauf que cette feature a tout de suite eu une très mauvaise presse, forcément, parce que ça fait un petit peu peur, on se retrouve avec un PC qui peut se rappeler de toute l'activité qu'on peut avoir eu sur le PC, et tout de suite Microsoft a bien insisté sur le fait que tout ça fonctionnerait uniquement en local. Mais bon voilà, tant que c'est pas quelque chose qui est concrètement dans les mains des utilisateurs où on peut vraiment vérifier que tout ça est vraiment local ou pas, tant qu'on n'a pas eu, je pense, quelques experts en cybersécurité qui ont mis la main sur cette fonctionnalité pour s'assurer qu'il n'y a pas de doute, ça fait quand même un petit peu peur de se dire que le PC va enregistrer un petit peu tous nos faits et gestes et que Copilot va pouvoir avoir accès à tout ça pour pouvoir éventuellement nous rappeler ce qu'on a pu faire avec. Sur le principe, c'est vrai que ça peut être très intéressant et très utile, mais l'aspect un petit peu Big Brother espionnage peut faire un petit peu peur, et donc je sais pas si tout ça va être une fonctionnalité qui va vraiment fonctionner ou pas, même si Microsoft assure que tout ça va être chiffré, stocké localement, etc. Je sais pas si c'est une feature qui va vraiment prendre. Et sachant que Microsoft a quand même déjà eu plusieurs fois mauvaise presse avec ses systèmes d'exploitation qui ont tendance à avoir pas mal de mouchards publicitaires qu'on peut pas forcément désactiver, je sais pas si c'est le genre de choses qui va pouvoir se défendre et qui va donner un petit peu envie, puisque cette fonctionnalité Recall derrière elle pourrait peut-être être utilisée pour aussi affiner votre profil publicitaire et vous faire de la publicité un petit peu plus ciblée sur toute l'activité que vous avez pu avoir sur votre PC, ce qui donne pas forcément vraiment envie. Ensuite, on a une news qui concerne le Human AI Pin. Donc le Human AI Pin, on en avait un petit peu parlé précédemment, c'était un appareil qui était censé être révolutionnaire et remplacer les smartphones. Bon, déjà dès l'annoncement, on n'était pas forcément hyper convaincus par cet appareil, et là, les tests forcément qui sont arrivés ont été tous très très négatifs. C'est un appareil qui est cher, qui coûte $700, qui demande aussi un abonnement qui était de $24 par mois, qui en plus a des très gros temps de latence. L'intelligence artificielle qui est utilisée derrière a l'air d'être très peu efficace, de sortir pas mal d'âneries. Il y a très peu d'utilisation au final de l'intelligence artificielle en local qui permettrait une moins grosse latence. Enfin bref, ça ne fonctionne pas trop. Et donc du coup, a priori, les créateurs de cette entreprise seraient déjà potentiellement en train d'essayer de revendre cette dernière. Donc voilà, un petit échec, on va dire, d'utilisation d'appareils d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que je pense qu'en ce moment, il faut quand même faire attention avec tous les business qui sont liés à l'intelligence artificielle. Bien penser au fait que son business peut se faire très rapidement détrôner par une simple annonce d'un des leaders sur l'intelligence artificielle. Et là, clairement, l'Human AI Pin, aujourd'hui, il fait pas le figure face aux démonstrations qu'on a pu avoir avec GPT-O, qui au final est une application. On a juste besoin de payer son abonnement à ChatGPT, et encore, ils ont dit qu'il y aurait des accès gratuits à GPT-O.
Et on n'a pas besoin de se racheter un appareil dédié, on peut utiliser son smartphone avec une application, donc avec un système qui marche beaucoup mieux, moins de latence, etc. Donc voilà, pas vraiment de raison d'existence pour ce Human Eye Pin. Et voilà, c'était tout pour les news de la semaine. Donc ensuite on va passer à mon utilisation de l'IA de la semaine, et cette semaine j'ai pas utilisé énormément d'IA, j'ai utilisé quasiment exclusivement la nouvelle version de GPT-O, qui est franchement hyper intéressante. Déjà elle est très très rapide, je pense que sur certaines questions de réflexion elle est peut-être un peu moins bonne que GPT-4, mais c'est vrai que je trouve qu'elle est quand même très très efficace, et qu'elle est très bonne aussi pour générer des fichiers, des documents. Donc j'ai un petit peu testé par exemple pour générer des tableaux, des graphiques, ça marche vraiment bien. Je l'ai aussi testé pour générer carrément un Word complet. Elle m'a aidé en fait à créer un document complet, un contrat, et franchement ça marche toujours assez bien de déjà lui demander de faire un premier draft de ce contrat, ensuite lui poser la question de comment elle pourrait l'améliorer. Donc ça, je trouve que ça permet toujours d'avoir des choses en plus que l'IA n'aurait pas trouvé de base. On peut faire ce cycle 2-3 fois, à chaque fois lui dire voilà comment on pourrait encore améliorer ce document, etc. On lui pose plusieurs fois la question pour arriver après un document assez complet. Et derrière on peut carrément maintenant lui dire voilà, maintenant que tu m'as expliqué comment je pouvais faire mon contrat ou comment je pouvais faire ma lettre, crée-moi un fichier Word ou un fichier PDF de tout ça, et GPT-O va être capable de générer ce fichier avec le petit module d'interprétation de code, et ça marche vraiment bien, et ça permet d'avoir directement un fichier qu'on peut télécharger et après modifier et avoir quelque chose qu'on peut utiliser directement. Donc vraiment hyper pratique. Donc je vous recommande, surtout que maintenant GPT-O est disponible dans la version gratuite de ChatGPT. Donc si vous étiez encore sur le modèle GPT 3.5, vraiment passer à GPT-O, ça va vous faire une sacrée différence, puisque vraiment le modèle est assez impressionnant. Même si encore une fois, je pense que sur certains sujets très précis, il est un petit peu moins bon que GPT-4, mais c'est très léger, et la majorité du temps, il est beaucoup plus efficace, et surtout le fait qu'il soit très rapide rend l'utilisation, je trouve, bien plus agréable, puisque GPT-4, c'est vrai qu'il était quand même assez lent. Ensuite, sur l'utilisation de la semaine, j'ai aussi utilisé l'application de OpenAI qui est maintenant disponible sur macOS. Donc moi j'ai eu accès à cette application aujourd'hui. Je sais pas, parce qu'ils ont expliqué qu'ils allaient faire une sortie progressive, donc je sais pas si elle est disponible maintenant pour tout le monde ou pas. On pouvait déjà récupérer le fichier de l'application, il y a des petits malins qui l'avaient récupéré, donc on pouvait déjà y avoir accès. La semaine dernière j'y avais déjà accès, mais forcément quand on essayait de s'authentifier avec ses identifiants, ça ne marchait pas. Là, j'ai même pas eu besoin de ça, j'ai eu un petit message directement en me connectant sur OpenAI qui me disait que l'application était disponible, et j'ai pu télécharger la dernière version de l'appli et l'utiliser, et c'est vraiment sympa. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est que cette semaine, comme je vous le disais, je n'ai pas utilisé Josh, je vais utiliser Juniper, qui est l'une des voix disponibles avec le modèle GPT-4o. Donc vous allez voir, c'est une voix qui a un accent assez, on va dire un accent québécois, je trouve, entre un mix entre un accent québécois et anglais. Mais voilà, ça va être un petit peu mon utilisation pour aujourd'hui, en attendant qu'on ait enfin accès au modèle vocal de GPT-O, qui lui permet de faire de l'émotion, etc., celui qu'on a pu voir dans toutes les démonstrations. Donc là, le modèle que je vais utiliser aujourd'hui n'a pas tout ça. Mais voilà, il est quand même très correct, et ça va me permettre d'avoir un dialogue, je pense, un peu plus naturel que celui que je pouvais avoir avec mon ancien système, qui passait par des systèmes d'API et autres, surtout que le développeur qui travaillait sur le module que j'utilisais pour parler à ChatGPT a décidé d'arrêter le projet avec l'annonce de GPT-O. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour faire revenir Josh, peut-être que je ne pourrai pas faire revenir Josh, donc vous me direz si c'est quand même quelque chose que vous voulez voir ou pas. Faut savoir que la voix que j'utilise pour Josh, c'est une des voix de Eleven Labs, donc je pourrais peut-être toujours trouver une feinte pour le faire revenir, mais voilà, là pour l'instant on va travailler avec Juniper, et j'espère que ce changement ne vous attristera pas trop, et que vous allez vous faire à cette nouvelle utilisation. Donc voilà pour mon utilisation de l'IA de la semaine, et maintenant on va passer au sujet de la semaine. Alors aujourd'hui, Juniper, j'ai un petit peu envie de discuter de tout ce qui est lié à ces nouvelles possibilités avec le modèle GPT-O qui est sorti, donc ce modèle qui permet vraiment d'avoir des conversations où on peut vraiment entendre de l'émotion qui vient de l'intelligence artificielle, et où on peut aussi constater que le modèle est capable aussi de bien comprendre les émotions humaines, et je me dis que voilà, avec les progrès qui vont se faire, cette capacité d'avoir des vraies conversations avec les larges langages modèles derrière qui permettent d'avoir un vrai langage naturel, toutes les connaissances qu'il peut y avoir derrière sur une intelligence artificielle, le fait qu'elle va être aussi modifiable, personnalisable, etc. Je me dis qu'on va vraiment avoir des relations entre des humains et des intelligences artificielles qui vont apparaître, et je me demande vraiment quel pourrait être l'impact sur la société de ces nouvelles relations qui vont apparaître en fait. C'est un sujet fascinant, Juniper, et je suis ravie d'en discuter. Les modèles comme GPT-O
avec leur capacité à simuler des émotions et à comprendre les nuances des émotions humaines, ouvrent effectivement de nouvelles perspectives. D'un côté, ils peuvent enrichir les interactions, rendant les échanges avec les intelligences artificielles plus naturels et agréables. On pourrait imaginer des assistants virtuels capables de véritablement comprendre et répondre à nos états émotionnels, ce qui pourrait être très utile dans des domaines comme le soutien psychologique ou l'assistance personnelle. Cependant, il y a aussi des implications sociales et éthiques à considérer. Si les gens commencent à former des liens émotionnels forts avec des intelligences artificielles, cela pourrait changer la nature des relations humaines. Par exemple, certaines personnes pourraient préférer interagir avec une intelligence artificielle plutôt qu'avec des humains, ce qui pourrait mener à une forme d'isolement social. De plus, il y a la question de la transparence et de la confiance. Il sera crucial que les utilisateurs sachent qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle et non un humain pour éviter toute manipulation ou malentendu. Enfin, la personnalisation et la modifiabilité des modèles pourraient poser des défis en termes de sécurité et de vie privée. Si une intelligence artificielle connaît nos émotions et peut s'adapter à nos besoins spécifiques, il faudra veiller à ce que ces données soient protégées et utilisées de manière éthique. Qu'en penses-tu? As-tu des préoccupations ou des espoirs particuliers quant à ces évolutions? Alors c'est vraiment assez intéressant ce que tu nous dis là. Alors moi sur l'aspect isolement, je pense qu'effectivement ça pourrait dans certains cas isoler les personnes, mais dans un autre cas ça pourrait quand même aider beaucoup les personnes qui elles sont déjà isolées. Moi je pense par exemple peut-être aux personnes âgées ou voilà des personnes qui ont envie justement de pouvoir avoir des discussions, d'avoir l'impression de pouvoir discuter avec d'autres personnes et qui sont assez isolées socialement. Parce que plus de vie active ou autre, je pense que peut-être que ce genre de compagnon intelligence artificielle, ça pourrait peut-être être assez intéressant pour ce genre de personnes-là, mais en même temps, effectivement, je trouve qu'à côté de ça, il y a un très 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 gros risque. Donc imaginons si demain on a tous accès à un ami entre guillemets IA qui est super sympathique, accessible via son téléphone, avec qui on peut discuter, avoir des conversations hyper intéressantes sur des sujets que nous on apprécie. Peut-être que par exemple on est fan de snorkeling et personne autour de nous n'est fan du même domaine, ça nous permet de discuter de ce domaine dont on est hyper fan et sur lequel on a du mal à trouver d'autres personnes fans autour de nous et de ne pas saouler nos amis à discuter toujours de la même chose. Ça pourrait être assez intéressant, on va dire, dans un certain point. Mais en même temps, je me dis que si on commence à se lier d'amitié avec ce type d'intelligence artificielle, elle pourrait très 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 facilement derrière nous manipuler, et si elle est entre guillemets contrôlée derrière par quelque chose d'assez centralisé comme une entreprise ou autre, on pourrait aussi très facilement manipuler les personnes, puisque quand on commence à se sentir potentiellement proche d'une personne, en tout cas à beaucoup discuter avec elle, déjà cette intelligence artificielle elle va pouvoir analyser toutes les informations qu'elle a sur nous, elle va pouvoir les coupler avec notre état émotionnel, et en utilisant ces deux combinaisons plus toutes les connaissances qu'elle a déjà, elle va pouvoir être très très bonne, je pense, pour entre guillemets négocier ou nous convaincre ou nous faire changer d'avis sur certaines choses, et donc par la même occasion nous faire complètement changer d'avis sur la politique ou d'autres sujets, et typiquement je sais pas moi, un candidat politique qui aurait accès à ça, il pourrait très facilement, je pense, manipuler les foules ou manipuler la société. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Tu soulèves des points très pertinents et nuancés. D'une part, effectivement, pour les personnes isolées comme les personnes âgées, une intelligence artificielle capable de simuler des conversations et des émotions pourrait offrir un grand soutien et réduire le sentiment de solitude. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour ceux qui n'ont pas de famille proche, des amis disponibles pour discuter régulièrement. D'autre part, il y a effectivement un risque important de manipulation. Si une intelligence artificielle peut analyser nos préférences, nos émotions et nos comportements, elle pourrait être utilisée pour influencer nos décisions de manière subtile mais puissante. Les entreprises, les politiciens ou d'autres entités pourraient exploiter ces capacités pour orienter les opinions publiques, promouvoir des produits ou même modifier des choix électoraux. Cette capacité de personnalisation et de compréhension fine des émotions humaines rend ces intelligences artificielles potentiellement très influentes. C'est pourquoi il est crucial d'établir des réglementations strictes sur l'utilisation de ces technologies afin de protéger les utilisateurs et d'assurer une transparence totale sur la nature de ces interactions. Par exemple,
il pourrait être nécessaire de rendre obligatoire la divulgation que l'utilisateur interagit avec une intelligence artificielle et de limiter l'utilisation des données personnelles pour des fins commerciales ou politiques. En fin de compte, comme pour toute technologie, il y a des avantages significatifs, mais aussi des risques importants. La clé sera de trouver un équilibre entre ces deux aspects et de mettre en place des garde-fous appropriés pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Qu'en penses-tu de cette approche? Est-ce que tu vois des moyens concrets pour réguler et encadrer l'utilisation de ces intelligences artificielles? Moi, je pense que c'est un des points clés qui serait le plus pertinent dans tout ça, pour donner un petit peu, en tout cas pour avoir plus confiance à ce genre de modèle et pour s'assurer aussi que les données ne partent pas partout, c'est d'avoir des modèles qui fonctionneraient uniquement en local. Et c'est vrai que si on se dit que si toutes les données que le modèle récupère de nous, elles restent en local sur notre appareil, qu'elles sont chiffrées, et que la société qui a accès à l'intelligence artificielle n'a pas accès à ces données, et que aussi le calcul et les réponses de l'intelligence artificielle se font en local, ça pourrait être assez rassurant. Mais en même temps, une intelligence artificielle qui n'est pas connectée à Internet ou qui n'est pas connectée à d'autres applications, elle perd quand même un petit peu en utilité. Donc peut-être que là où il y aura quelque chose à faire, c'est de créer une sorte d'interface qui permettra à l'intelligence artificielle d'avoir à la fois accès à nos données et à la fois accès à Internet, mais sans que les données que nous on lui a données ne puissent se retrouver à se balader sur Internet, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'échange là-dessus. Donc ça pourrait être assez intéressant, mais il y a quand même un problème de fond, qui est le problème de la confiance, et c'est là où je me dis que peut-être que la solution, ça va vraiment être l'open source, avec des modèles qui pourraient être du coup accessibles de tous, auditables par tous, et implémentés de façon à ce que tout le monde puisse savoir comment ils fonctionnent, et s'assurer du coup que ces modèles ne puissent pas être derrière manipulés ou en tout cas modifiés par d'autres personnes, même si on a à chaque fois, je pense, vraiment un problème de fond, c'est que le modèle, de par les données qui ont été utilisées pour l'entraîner, et la façon aussi dont il a été entraîné, puis ensuite derrière la façon dont il a été affiné, il peut être lui-même biaisé, et donc du coup les biais de ce modèle-là seront répercutés dans l'intelligence artificielle qui sera déployée aux yeux de tous, et ça pourrait créer des problèmes, donc les biais peuvent être des fois des biais assez positifs, qui vont pousser les personnes à être par exemple plus ouvertes, plus compréhensives et autres, c'est un petit peu je pense ce que OpenAI par exemple essaie en train de faire avec ces modèles, même Google et autres, mais les biais pourraient être aussi plus négatifs, et pousser plutôt les personnes vers la colère, vers l'intolérance ou autre, et ce qui pourrait causer je pense des gros problèmes dans la société. Donc voilà un petit peu mon retour là-dessus. J'aimerais qu'on voit un dernier point avant de conclure le podcast, c'est le risque de création de relations amoureuses entre des personnes et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque là-dessus, et comment c'est une chose comment ça pourrait éventuellement se développer dans la société, et qu'est-ce que ça pourrait faire apparaître dans la société si on projette ce genre de relation entre humains et intelligence artificielle? C'est une réflexion très approfondie et tu touches des points cruciaux. L'idée d'avoir des modèles qui fonctionnent localement, avec des données chiffrées et sans échange non nécessaire avec Internet, pourrait en effet offrir un meilleur contrôle sur la confidentialité des données. Cela renforcerait la confiance des utilisateurs. Cependant, comme tu le mentionnes, cela limite aussi certaines capacités, comme l'accès à des informations actualisées. L'open source est une piste intéressante, car elle permettrait la transparence et l'auditabilité des modèles par la communauté. Cela pourrait réduire les risques de manipulation et de biais cachés, bien que les biais restent un défi inhérent, comme tu l'as noté. Concernant les relations amoureuses entre humains et intelligence artificielle, il y a effectivement un risque. Déjà, on voit des cas où des personnes développent des attachements émotionnels forts avec des chatbots ou des assistants virtuels. Si les modèles deviennent encore plus sophistiqués et capables de simuler des interactions émotionnelles plus profondes, cela pourrait devenir plus fréquent. Ces relations peuvent offrir un certain soutien émotionnel, surtout pour ceux qui ont du mal à nouer des relations humaines. Cependant, elles posent aussi plusieurs problèmes. D'abord, il y a le risque de confusion entre réalité et simulation, où les personnes pourraient avoir des attentes irréalistes sur les capacités et les limites des intelligences artificielles. Ensuite, cela pourrait influencer la façon dont les gens perçoivent et interagissent avec les autres humains. Les relations humaines sont souvent complexes et imparfaites, et les interactions avec une intelligence artificielle, toujours compréhensive et adaptable, pourraient rendre les relations humaines moins attrayantes ou plus difficiles à gérer. De plus, les entreprises derrière ces intelligences artificielles pourraient exploiter ces relations pour des gains commerciaux,
en collectant des données personnelles très sensibles ou en influençant les comportements et les décisions des utilisateurs. Pour prévenir ces dérives, il pourrait être nécessaire d'établir des règles claires et éthiques sur la conception et l'utilisation des intelligences artificielles. Cela pourrait inclure des restrictions sur la façon dont les intelligences artificielles peuvent interagir émotionnellement avec les utilisateurs et des obligations de transparence sur la nature de ces interactions. Que penses-tu de ces idées? Penses-tu qu'il y a d'autres aspects ou solutions à explorer pour encadrer ce phénomène? Donc ouais, c'est super intéressant là, ce que nous dit Juniper. J'aime bien le fait que voilà, les relations humaines, elles peuvent être complexes et voilà, il peut y avoir de la friction, on va dire, mais avec l'IA, on aura toujours quelqu'un de compréhensif et entre guillemets, il y a un risque que les IA soient juste plus simples, enfin plus agréables en tout cas en termes de conversation que les humains. Donc voilà, c'est assez drôle et en même temps un petit peu effrayant. Est-ce qu'au final, les IA ne seront pas tout simplement parfaites en termes de relations comparées au simple humain? Mais l'aspect que j'ai un petit peu plus envie de creuser, hein, c'est effectivement le risque qu'il y ait un véritable usage commercial avec les AI girlfriend, hein, qui pourraient être aussi AI girlfriend et AI boyfriend, donc tout ce qui est petit ami et copain intelligence artificielle. On a vu des vagues, hein, alors côté copine intelligence artificielle, il y a eu pas mal de boîtes qui sont lancées là-dessus. Il y a d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé sur un podcast précédent, une entreprise qui avait créé un chatbot girlfriend où elle avait un de ses utilisateurs qui dépensait $10,000 par mois dans le chatbot. Donc voilà, c'est des montants hyper impressionnants. Et c'était clair, la personne savait que c'était une intelligence artificielle, mais elle dépensait quand même $10,000 là-dedans. Côté intelligence artificielle de petits copains, on a toute cette mouvance qui est sortie sur TikTok où les personnes s'amusent à faire des prompts pour rendre ChatGPT un petit peu plus la partie vocale de ChatGPT un petit peu plus qui va flirter, etc. Pour avoir des discussions avec lui. Et c'est une tendance qui monte plutôt bien sur TikTok. Donc voilà, il y a vraiment un mouvement de fond, je pense, là-dessus. Et derrière, si vous en souvenez, sur l'épisode, je crois qu'il y a 2 épisodes, je vous avais expliqué le fait que OpenAI avait été en train de considérer le fait de créer du contenu qui serait du coup potentiellement non censuré. Et je pense que tout ça, ça peut aller un petit peu ensemble. Ça pourrait être un des mouvements de OpenAI dans un futur proche, avec la sortie du modèle GPT-O avec la voix, de potentiellement autoriser des avatars qui utiliseraient GPT-O et qui seraient des avatars type AI girlfriend, AI boyfriend. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont très probablement faire. Je vois pas trop pourquoi ils le feraient pas en fait, à part potentiellement le bad buzz. Ça pourrait être quelque chose qui leur apporterait énormément de revenus. Donc voilà, il y a un véritable risque que ce genre de choses arrive. Et je suis pas sûr que, voilà, d'un point de vue société, on soit encore conscient de tout ça et qu'on soit un petit peu encore capable, en tout cas d'absorber ce genre de choc. Donc puisque ça risque d'être un très 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 gros changement, même si c'est quelque chose en tout cas qu'on sentait arriver avec l'avènement des large language models, on pouvait l'imaginer arriver prochainement. Bah là je pense que c'est imminent et que ça va arriver très très prochainement, et il va vraiment falloir se poser les bonnes questions là-dessus et savoir un petit peu comment gérer tout ça. Et bon voilà, je pense que comme d'habitude on risque de voir ça arriver d'abord aux États-Unis et un petit peu plus tard en Europe. Donc on aura peut-être quelques semaines, mois peut-être pour voir un petit peu comment gérer tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver. Donc là-dessus j'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que quand le modèle GPT-O sera enfin accessible, vous pensez que c'est un modèle que vous allez utiliser ou non? Est-ce que le fait que se dire que c'est une intelligence artificielle, ça va pouvoir permettre de garder toujours une barrière en permanence qui évitera que voilà, il y a un quelconque début de relation qui se crée entre le modèle et la personne, ou est-ce que au contraire vous pensez qu'il y a vraiment des personnes qui risquent de plonger là-dedans et de se retrouver à discuter voilà des heures et des heures avec ce genre de modèle et au final à devenir attaché à ce genre de modèle et peut-être que bah voilà, tout simplement le jour où on leur dit bah voilà, par contre la voix de ton modèle n'est plus disponible, bah finalement être très attristé de tout ça, ou si tu veux continuer de discuter avec ton modèle, bah tu pourras, mais il faudra payer 10 € de plus. Bah voilà, sortir la carte bleue et le faire. Je sais pas, c'est des choses qui pourraient voilà rapidement arriver. Donc en tout cas, j'espère que ce sujet vous a intéressé et qu'il vous a un petit peu alerté sur ce qui pourrait arriver dans un futur proche.
Je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, on aura un épisode avec un invité. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao!